Voilà, de retour dans Transformons la France au cœur des régions, ici en direct de Montpellier au Forum Energaia, avec la présidente de région Occitanie, Carole Delga, et nos invités. Donc Marie-Cécile Tardieu, vous êtes directrice générale déléguée de Business France, notamment sur tous les sujets d'attractivité. Sylvain Vidal, directeur régional d'EDF. Justement, on va pouvoir parler de réindustrialisation et d'écologie. Et enfin, Myriam Maestroni, vous êtes présidente du think tank E5T. On évoquera justement avec vous l'expérience de la femme que vous avez été, femme industrielle, mais également avec un regard plutôt bienveillant sur la région Occitanie. Peut-être Marie-Cécile Tardieu, merci d'avoir fait le déplacement ici aujourd'hui en région Occitanie. Vous avez vu la fréquentation et le monde qui vient. Finalement, on en parlera peut-être tout à l'heure. Peut-être que les discussions patinent quelquefois à l'Assemblée nationale, mais ici on voit que les énergies renouvelables, c'est une réalité. Je crois qu'on est sur une fréquentation record depuis que ce forum existe. Marie-Cécile Tardieu, puisque c'est vous qui coordonnez la promotion, les enjeux d'attractivité des régions à l'étranger, quel est le regard aujourd'hui que portent les étrangers sur la région Occitanie ? Merci beaucoup de cette invitation et je suis effectivement ravie de découvrir ce salon que je ne connaissais pas, qui anime beaucoup d'entreprises, parce que Business France, au-delà des sujets d'attractivité dont je m'occupe, accompagne à l'export beaucoup d'entreprises petites et moyennes, et on voit bien avec ce dynamisme des écosystèmes, de l'écologie, de la transition écologique, qu'on voit des entreprises très, très présentes à l'international, et il faut qu'elles le soient encore plus. Le regard que l'on peut porter à travers l'observation que l'on a des attentes des investisseurs, c'est que, je dirais, la région Occitanie est précurseur. Précurseur parce que, y compris pendant la crise du Covid, très tôt, on a senti de l'ambition, une très forte ambition, le Green Deal, qui a positionné très tôt la région Occitanie sur ces sujets de transition écologique. Précurseur aussi sur les secteurs qui ont été identifiés comme porteurs pour la région. Et je pense notamment à la santé, à l'agroalimentaire, aux mobilités, et peut-être qu'on en reparlera, au vélo. On a beaucoup parlé de ferroviaire, mais il y a énormément de choses qui sont faites dans le vélo dans cette région. Et précurseur aussi en matière de méthodologie, puisque la région Occitanie a un outil assez, je pense, inédit et très intéressant, qui est l'ARIS, pour venir accompagner les projets et leur permettre d'éclore. Donc voilà pourquoi moi je sens cette région Occitanie comme extrêmement précurseur dans ces démarches. Et on voit un certain nombre de grands groupes étrangers qui se sont implantés. Je pense notamment à Evotech, un groupe allemand que nous avons accompagné dans la santé. Et on voit aussi de grands projets, notamment dans l'hydrogène, si je pense au projet Genvia, qui est aussi là avec un groupe allemand, un projet extrêmement majeur dans le domaine de l'hydrogène. Donc voilà pourquoi je crois que du point de vue de Business France et notre vision globale de l'international, on peut dire ça de la région Occitanie. Peut-être c'est intéressant, Marie-Cécile Tardieu, parce que tout le monde s'interroge en disant mais finalement, vous, votre rôle, c'est un petit peu de faire le tour du monde, d'aller à la rencontre des investisseurs. Comment vous orientez justement les projets sur la région Occitanie plutôt qu'une autre ? C'est sûr que la présidente de région, elle a plutôt envie d'accueillir le maximum de projets, mais comment se font les choix ? C'est peut-être une question que se posent beaucoup de nos lecteurs. Business France fait à peu près 5000 entretiens par an avec des entreprises qui nous donnent des cahiers des charges. Donc elles décrivent les besoins qu'elles ont pour faire évoluer leurs projets, pour identifier les lieux d'atterrissage. Et toutes les semaines, nous proposons aux régions, sur une plateforme virtuelle, les projets. Donc nous avons la possibilité de décrire ces projets, mais ce sont aux régions de se saisir des projets. Parce qu'il y a aussi la volonté ou non d'une région d'accueillir des projets qui peuvent correspondre à sa thèse d'investissement, à ses choix sociétaux, à ses capacités de foncier, à ses atouts en matière de compétences, talents et recherche et autres. Donc ce que nous devons faire, et ce que nous essayons de faire, c'est déjà d'aider les régions à se connaître et deuxièmement, à se faire connaître. Alors la région Occitanie a énormément de chance parce que sur certains domaines, quand une entreprise étrangère nous dit j'ai un projet dans le spatial, très clairement, tous nos chargés d'affaires et les entreprises étrangères disent Toulouse. Donc c'est simple, mais il y a un certain nombre d'autres domaines. Je pense par exemple notamment l'oncologie.
Et il faut aussi que l'on puisse valoriser ces atouts, notamment tout ce qui est fait aujourd'hui à Toulouse, dans le cluster santé, pour pouvoir le mettre en avant, donc faire connaître. Et c'est ça que nous essayons de faire avec l'Agence régionale de développement ad-hoc, c'est développer des argumentaires extrêmement pointus qui permettent de décrire les atouts de la région. Et comme cela, nos chargés d'affaires et les entreprises étrangères avec lesquelles nous sommes en contact peuvent identifier non pas des informations génériques qu'elles trouveraient n'importe où, mais des points très précis qui leur permettront d'identifier où positionner leur projet. En tout cas, on voit bien ici avec le succès du Forum Energaia que lorsqu'on parle maintenant d'énergie renouvelable, et moi j'ai croisé beaucoup d'industriels allemands, espagnols qui étaient là, ça devient ici à Montpellier ce hub à l'échelle européenne des énergies renouvelables. Alors ça tombe bien, Carole Delga, parce qu'il y a quelques jours, vous avez présenté justement lors de la dernière assemblée plénière la stratégie régionale pour l'emploi. Et bien entendu, on retrouve des enjeux de souveraineté et à la fois, bien sûr, de transition écologique. Oui, tout à fait. Nous avons présenté notre dispositif de soutien aux entreprises. Je vais le présenter d'ailleurs aux entreprises lundi après-midi à Toulouse et mercredi prochain à Montpellier pour bien sûr expliquer tout d'abord les aides que peuvent apporter la région par rapport aux défis énergétiques, parce que ça c'est le sujet qui est dans la tête de tous nos chefs d'entreprise, parce qu'ils ont eu des explosions de leurs factures d'énergie, et puis également de pouvoir travailler sur le défi des ressources humaines, et puis également le défi de la transition écologique, parce qu'on a bien sûr l'aspect énergétique, mais on a aussi l'aspect de pouvoir développer des mobilités, de pouvoir aussi favoriser de la biodiversité, de consommer moins de foncier, et puis tout le défi quand même du numérique, parce qu'à travers il y a le digital, mais il y a aussi toute la question de la robotique qu'on doit prendre en compte comme facteur productif. Ce que nous avons vraiment souhaité, c'est d'avoir des dispositifs qui soient très réactifs. Et le dispositif majeur, c'est la question du fonds souverain. Nous avions un fonds souverain de 200 millions d'euros. Nous avons décidé de le doubler parce que ce fonds souverain, il est indispensable pour que la région soit actionnaire, donc directement ou par le biais d'autres fonds collectifs, pour les sujets en effet de transformation écologique et de transformation énergétique. Le besoin est majeur. Nous avons de nouvelles filières sur la question en particulier des énergies renouvelables qui demandent d'avoir un investisseur patient comme la région. Je pense à Genvia qui va avoir cette gigafactory d'électrolyseurs, mais c'est un sujet tout à fait différent. Par exemple, un abattoir à Aubrac où la région est actionnaire parce que l'Aubrac produit une des meilleures viandes du monde, mais les acteurs, on va dire, économiques ou institutionnels n'ont pas beaucoup de moyens financiers, donc c'était normal que la région vienne pour que la valeur ajoutée soit maintenue sur place et que l'abattoir soit à proximité et non pas plusieurs centaines de kilomètres où on allait manger toute la valeur ajoutée en termes de coûts de transport. C'est sur la question aussi du déploiement de la fibre, du très haut débit, où parfois la région doit être actionnaire. Et cette question des fonds souverains, elle est majeure parce que nous devons démontrer un volontarisme bien sûr politique, un volontarisme de l'action. Et nous devons aussi arriver à débloquer cette épargne qui est dormante, puisqu'en France, nous avons un niveau d'épargne des particuliers qui est parmi les plus élevés en Europe. Et cette épargne, elle n'est pas au service de l'économie réelle. Et nous devons arriver à réorienter l'épargne des particuliers. On sait très bien que dans les temps de crise, le réflexe, c'est pour chacun et chacune de faire des économies au cas où, mais quand cela dort sur les comptes bancaires, pour la plupart, ça ne sert pas à l'économie, alors qu'en même temps, on a besoin d'investir dans la transition écologique, dans la transition numérique et dans la souveraineté des savoirs. Ça, c'est absolument indispensable.
Carole Delga, on va parler d'innovation. Et sur cette question-là, on voit bien qu'aujourd'hui, quand on regarde les classements des différentes régions, la région Occitanie, dans le haut du peloton, vous avez fait le choix en tous les cas de beaucoup investir en recherche et en développement. Ça, c'est un élément important. Quels objectifs vous fixez chaque année, à la fois avec vos équipes, avec vos collaborateurs, pour aller chercher ces points à la fois de croissance, mais d'investissement que vous faites? L'anticipation en matière économique, en matière d'emploi, c'est la recherche et l'innovation. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais désinvestir sur la question de la recherche et l'innovation, parce que la recherche et l'innovation, c'est ce qui nous permet d'avoir de la création d'emplois dans 5 ou 10 ans. Et donc, il faut soutenir, bien sûr, nos centres de recherche. Il faut faire en sorte aussi que nos écosystèmes universitaires, on a 18 université d'équilibre dans la région, et bien que dans chaque université d'équilibre, cette dimension recherche-innovation, elle y soit de façon forte pour pouvoir irriguer l'écosystème et les entreprises qui sont à proximité, que ce soit à Tarbes, que ce soit à Nîmes ou que ce soit à Albi. Et nous avons vraiment souhaité toujours maintenir un niveau haut. C'est pourquoi nous sommes la première région française en termes de part du PIB. C'est 3,5% du PIB qui est consacré à la recherche privée et publique. Et nous sommes la seule région en Europe à être parmi les 20 premières pour l'effort en matière de recherche et d'innovation. Nous avons vraiment besoin d'être très innovants sur l'ensemble du spectre, on va dire, du développement économique, que ce soit dans le partenariat. Nous fonctionnons en PAC. Nous sommes la région du rugby en Occitanie, donc nous avons l'habitude de fonctionner en PAC, avec bien sûr les consulaires, avec les intercommunalités, avec les fédérations, avec les regroupements. Et nous devons aussi être très, très innovants sur l'anticipation des mutations à mener. Et c'est comme ça que sur les 10 dernières années, la progression du PIB le plus fort en France a été en Occitanie. C'est-à-dire nous avons vu sur les 10 dernières années notre PIB progresser de 27%, alors que la moyenne en France était de 22%. Mais ça, c'est parce qu'il y a un vrai PAC. Parce que la richesse, voilà, chacun connaît mes opinions politiques, et moi je suis pour le partage de la richesse, mais pour qu'il y ait un bon partage, il faut qu'il y ait une production de richesse. Et la production de richesse humaine, richesse financière, elle n'est possible que si nous travaillons en synergie et que si nous créons un écosystème favorable. Et cela aussi, l'ensemble des présidents de région, nous en sommes convaincus, c'est-à-dire que nous devons, les régions, intervenir sur l'ensemble de la chaîne de la production de valeur, c'est-à-dire l'innovation, la recherche, le transfert de recherche technologique au niveau industriel, bien sûr sur la question de la production, et ensuite sur la question des usages et sur la question de la formation. C'est vraiment un point crucial. Alors, Carole Delga, dans ce PAC, il y a bien sûr les 9000 salariés du groupe EDF. Merci à Sylvain Vidal d'avoir accepté notre invitation. Ça met quand même le groupe EDF face, en tout cas, à beaucoup d'obligations, d'engagement, parce que quand on entend l'ambition, en tous les cas, d'aller de l'avant, d'aller dans l'innovation, je crois qu'ici, EDF, en tous les cas, Occitanie, participe à un certain nombre d'initiatives. Je pense à votre entrée au capital d'Ithaca ici, puisqu'on est à Montpellier. GNVIA, ça a été évoqué. Comment vous ordonnez, quand on est un grand groupe comme EDF, je disais 9000 collaborateurs, mais comment aussi on monte sa capacité à être innovant et devenir une gazelle? Bon, je pense que déjà, il y a une chose qui est pour moi essentielle, c'est que même si évidemment EDF est un groupe national, international, le local, c'est vraiment notre ADN. On exerce un métier au plus près des territoires et on a eu toujours ce souci, je dirais, de renvoyer la valeur de ce qu'on crée au niveau des territoires. Et en Occitanie, on a un terreau, je dirais, qui est particulièrement favorable à plusieurs titres. Le premier, c'est que
On a un certain nombre d'activités d'envergure nationale, voire internationale, qui sont concentrées en Occitanie. Je pense en particulier, vous le citiez tout à l'heure, à Montpellier. Aussi pour nous, c'est un hub des énergies renouvelables. C'est d'ici que nous pilotons l'ensemble de l'activité de nos parcs éoliens photovoltaïques en Europe et demain dans le monde. Et puis, le deuxième composante du terreau qui pour nous est essentiel, c'est ce que rappelait la présidente, c'est que dans l'enjeu de la transition énergétique, il y a à la fois la volonté de conduire cette transition énergétique sur le territoire au bénéfice du climat et de ses habitants, mais aussi la capacité à créer des filières industrielles qui ont vocation à rayonner au-delà du territoire. Et pour nous, dans cette équation-là, on a tout de suite identifié que, en particulier, la dimension d'innovation qui était évoquée était l'opportunité pour nous d'être dans une démarche que j'appellerais d'open innovation avec les PME, les startups. C'est en Occitanie. Alors, on a une marque de fabrique, nous, sur une innovation qui s'appelle les prix Pulse. C'est en Occitanie qu'on a créé les premiers prix Pulse régionaux, qui nous ont permis en effet de développer des collaborations avec les acteurs locaux, start-up, PME. Et vous citiez ITK, qui est en effet une très belle entreprise de Montpellier, qui a vocation à accompagner la décarbonation de l'agriculture, sur lequel à la fois on a fait le choix nous, de prendre une participation parce qu'on y croit, qui est une entreprise qui a à la fois une vocation internationale. La dernière fois que j'ai rencontré sa CEO, il partait avec son directeur commercial pour Chicago. Et en même temps, on développe avec eux un projet dans le Gers. Donc voilà, on est dans cette équation-là. Sur Genvia, l'approche a été un peu différente puisque c'est clairement un projet qui a été porté par la région. Par contre, sur lesquels on a trouvé des sujets de collaboration. Deux, le premier avec notre capacité à R&D de tester leur électrolyseur haute température qui est le produit phare qu'ils ont développé dans la Gigafactory, et de construire avec eux la première référence industrielle chez le cimentier Vicia pour, avec eux, tester l'opérationnalité du produit. Donc on est dans cette dynamique-là sur lequel, comme je l'ai dit, on a un terreau particulièrement favorable ici. Donc le PAC, ça marche bien, Sylvain Vidal. On voit bien que tout le monde se range derrière la région pour travailler tous ensemble. L'innovation, Myriam Maestroni, je vous ai présenté tout à l'heure comme... Voilà, vous avez été une grande dirigeante dans le secteur de l'énergie, on peut en parler, mais aujourd'hui, vous présidez certainement l'un des think tanks les plus importants en France, avec notamment le rendez-vous de La Rochelle, qui est devenu un des rendez-vous européens en termes de mobilisation de tous les acteurs. Ça vous fait quoi, justement, d'arriver dans un forum ici, Energaïa, avec autant de monde, autant de fréquentation, quand on sait qu'au Parlement, actuellement, c'était même la une de la tribune hier soir, où on dit que les discussions sur les énergies renouvelables n'avancent pas comme certains le souhaiteraient. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage là entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ici, où il y a une sorte de réalité concrète avec les entrepreneurs ? Oui, je crois qu'on est en région en train de constater la saine émulation sur le terrain pour finalement transformer l'économie et passer à un nouveau paradigme éco-énergétique. Un nouveau paradigme éco-énergétique, ça veut dire quoi? La première chose, c'est que pour la première fois, on peut penser la croissance sans penser augmentation de la consommation des énergies fossiles, ce qui n'a pas été le cas pendant 200 ans. On va pouvoir penser économie circulaire et réparatrice, régénératrice. On va pouvoir penser PME et ETI, puisque le but, c'est quand même de faire grandir les PME. On a un tissu industriel qui, en France, est en dessous en termes de TI de ce que l'on va voir chez nos autres voisins européens. Et puis, on en a parlé, l'innovation. Et puis, pour moi, c'est très symbolique d'être ici, puisque je crois qu'on a oublié quelque part que la Cerdagne, d'où je viens, est le berceau français et mondial du solaire à concentration. D'ailleurs, j'envisage de faire un événement E5T là-bas. Et donc, ça fait énormément d'atouts parce que je crois qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une logique écosystémique et que finalement, the winners take it all. C'est-à-dire que celui qui va remporter la mise, celui qui aura à la fois la possibilité de fournir de l'énergie décarbonée et aux meilleures conditions économiques possibles, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui et qui nous met dans une guerre économique majeure avec le reste du monde, qui va pouvoir fournir des conditions de vie pour les collaborateurs et de formation, ça a été dit, qui sont au-dessus de la moyenne, ce qui est le cas de la région, et qui va pouvoir quelque part se projeter
dans une logique d'exportation et de croissance de ce tissu industriel dont on a tant besoin. Donc je crois que la façon dont le salon s'est développé est une illustration de cette rupture que l'on constate parfois entre une vision centralisée et décentralisée. Il y a une nouvelle articulation, une gouvernance à trouver avec des régions qui doivent monter au créneau. Je crois que la région Occitanie a une présidente qui porte ces sujets et c'est important. Bon, bravo. Marie-Cécile Tardy, peut-être un mot, puisqu'on parle d'innovation. France 2030, auquel bien sûr Région de France est associée, la région Occitanie également. Carole Delga a bien sûr reçu Bruno Bonnel. Comment France 2030, beaucoup s'interrogent, tout ça peut amplifier le mouvement et la dynamique ici qu'il y a dans la région Occitanie? La grande nouveauté avec France 2030, c'est qu'on a une approche qui ne vise pas simplement l'innovation, mais qui vise de passer de l'innovation à la production, à l'industrialisation. Et ça, c'est vraiment un point qui manquait en France. Souvent, on a été très bon en recherche, mais dès qu'on arrivait à la recherche appliquée ou qu'on essayait de lancer de l'industrialisation, on n'avait pas les soutiens. Donc, ce qui est intéressant pour la région Occitanie, qui est très en pointe en matière de recherche sur les filières d'avenir. On a évoqué les filières énergie, l'aéronautique, tout ce qui peut être mobilité. Il y a des prises de risques, parce que ce sont des choix de technologies qui ne sont pas sûrs d'aboutir, mais il faut pouvoir dérisquer. Et France 2030 permet de dérisquer et de passer de la réflexion à la mise en œuvre. Donc ça, c'est vraiment, pour Vue de Business France, un outil très utile pour parler aux investisseurs étrangers, parce qu'on leur montre qu'il y a désormais des perspectives de créer sur le marché français les nouvelles technologies qui bâtiront finalement le monde de demain et pas simplement en France, mais vraiment vont construire le monde de demain qu'évoquait Madame. Carole Delga, peut-être quelques mots sur l'actualité, justement sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous, quelles sont vos attentes sur la loi sur l'accélération des énergies renouvelables? Et comment vous l'expliquez, est-ce qu'on n'a pas été un peu naïf depuis des années sur la mise en œuvre de ce mix énergétique, où on voit aujourd'hui la fragilité du modèle, bien sûr, avec la guerre Ukraine qui aujourd'hui, en tout cas, nous met en difficulté, met les Français en difficulté. Voilà. Oui. Mais force est de constater que oui, nous sommes en fragilité, puisque maintenant nous devons acheter de l'électricité à d'autres pays et donc à leurs tarifs, qui sont bien plus élevés que ceux de la production de l'électricité en France, que ce soit à travers le nucléaire, à travers l'hydroélectricité. Mais je pense que voilà, nous devons maintenant tirer les leçons de façon assez urgente, et c'est-à-dire que les projets doivent se réaliser. Les projets doivent se réaliser, que ce soit aussi bien sur notre projet d'autonomie nucléaire que sur les projets aussi des énergies renouvelables. C'est-à-dire que nous ne devons pas être dans de la dichotomie. Nous savons très bien que maintenant, nous avons besoin en France et de nucléaire et des énergies renouvelables. Avec la nouvelle configuration géopolitique, c'est absolument indispensable. Le mix énergétique doit être développé. Cela veut dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Et cela veut dire qu'on doit, je pense au niveau du nucléaire, retrouver toute une souveraineté des savoirs, que nous ayons cette spécialisation, cette ingénierie qui soit renforcée, et puis également que les projets puissent se faire. Et c'est vrai que souvent, avec le maire de Montpellier, on dit qu'on est passé d'une France des projets à une France des procédures. Et donc, il faut alléger les procédures, parce que je pense que le débat public est absolument indispensable, et nous l'avons fait sur la question de l'éolien flottant. Nous avons eu des oppositions politiques, voire politiciennes très très fortes, même très agressives, mais pour autant la population a validé en Occitanie la question de l'éolien flottant, et également l'ensemble des acteurs de la mer. Nous avons réussi à trouver un consensus, mais nous devons avoir le temps de la concertation. Mais une fois que la décision est prise, on doit avancer. On ne peut pas être dans la répétition de la concertation à chaque étape. C'est une question aussi d'autorité. Je veux dire, quand moi j'écoute beaucoup, je concerte, mais quand à un moment une décision est prise, elle doit être appliquée. Nous sommes dans un état de droit. Nous devons avoir de la démocratie participative.
mais chacun doit avoir son temps. Il doit y avoir le temps de la démocratie participative et après, il doit y avoir le temps de l'action, de la réalisation. Et c'est vrai que ce que nous demandons, les présidents de région, c'est que dans cette future loi sur les énergies renouvelables, nous ayons une capacité à faire, à réaliser. Il y a urgence. Madame le disait, le berceau de l'énergie solaire. Donc c'est en Cerdagne, c'est à Odeillo que tout cela a été développé. Eh bien, nous voyons quand même tous les freins administratifs à n'en plus finir sur l'installation de champs photovoltaïques. Et puis, nous avons besoin également d'avoir le respect de la décision publique. Voilà. Il y a un temps de concertation, il y a des processus démocratiques en France, mais quand après la décision elle est prise, à l'issue de ces temps-là, elle doit être appliquée. Et c'est vrai qu'avec Business France, nous sommes souvent confrontés à une opération qui financièrement est finalisée et qui administrativement est retardée. Voilà. Et donc là, c'est quand même terrible quand on voit que nous avons les femmes et les hommes pour réaliser le projet, nous avons le tour de table financier qui est bouclé et on nous sort encore une énième étape d'un décret, d'une loi. Donc moi, je dis, faisons moins de lois en France, soyons plus mobilisés sur l'opérationnalité et soyons aussi plus concentrés sur la maîtrise des savoirs et sur la diffusion des savoirs. Ça, c'est absolument indispensable. Peut-être justement, Marie-Cécile Tardieu, peut-être un mot sur ce coût de l'énergie. On a eu beaucoup ici d'industriels, d'entrepreneurs, peut-être un peu inquiets. Tout à l'heure, on avait le délégué régional de l'UMM Occitanie qui disait on peut perdre un peu de compétitivité et voir des entreprises voir se délocaliser. On ne l'espère pas, bien entendu, pour la région Occitanie, pour notre pays. Mais globalement, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce stade? Est-ce que la France peut voir des projets partir parce qu'aujourd'hui, notre compétitivité énergétique n'est pas au rendez-vous? Très clairement, à court terme, nous avons une inquiétude puisque la crise énergétique, mais aussi le plan adopté par les États-Unis crée une concurrence déloyale pour les grands projets industriels. Mais nous ne sommes pas inquiets à moyen terme parce que la France a vraiment tracé le cap vers une transformation de son économie, vers le renouveau du nucléaire, vers les énergies renouvelables qui vont alimenter notre mix énergétique. Et nous serons, au sein de l'Europe, la nation qui aura les ressources en hydrogène, un hydrogène vert, et qui pourra, de la sorte, accueillir les grands projets industriels. Donc nous pouvons tenir un discours extrêmement rassurant aux investisseurs qui peuvent être, c'est vrai, perturbés de voir le contexte présent, mais les décisions d'investissement, et on le voit dans le passé, et on le voit encore aujourd'hui, sont des décisions à moyen terme. Elles ne s'arrêtent pas juste à la situation de la fin de cet hiver. Elles regardent à plus long terme. Et à plus long terme, nous sommes, avec France 2030, avec tous les projets en cours, dans une transformation économique qui nous garantira cette compétitivité. Et donc, nous ne sommes pas inquiets du côté de Business France sur notre capacité à continuer à être le premier pays d'accueil des investissements directs étrangers en Europe. Sylvain Vidal, un mot de conclusion. La présidente, elle a dit, de toute manière, on n'a pas le choix. Il faut du nucléaire et il faut bien entendu développer ce mix énergétique avec les énergies renouvelables et que ça ne vous donne pas encore plus de responsabilité justement pour EDF d'être sur deux pieds et d'accélérer également sur les énergies renouvelables tout en maintenant l'activité nucléaire parce qu'il faut remettre un peu en état un certain nombre de centrales. Non, mais c'est sûr que l'enjeu de la souveraineté avec la crise en Ukraine, la crise du gaz, est revenu sur le devant de la scène avec une violence et des conséquences importantes. Donc, ça nous oblige, très clairement, ça nous oblige. Sur le développement des renouvelables, je pense que comme tous nos confrères, on attend beaucoup de cette loi qui doit permettre d'accélérer, alors tout en conciliant les enjeux de biodiversité. Enfin voilà, mais globalement, on voit que souvent, il y a des blocages, ça a été dit, qui sont liés plutôt à une lenteur administrative, même si les conditions sont réunies pour réussir le projet.
Sur le nucléaire, l'enjeu, bon, on a un problème conjoncturel qui est bien connu et qui fait l'actualité en ce moment, dont on va sortir. C'est-à-dire qu'on a un outil industriel qui a 35 ans aujourd'hui, sur lequel on rencontre un problème générique qu'on va réduire dans l'année qui vient. Après, l'enjeu qu'il y a, c'est en effet cet enjeu de relance du programme nucléaire sur lequel je pense que il y a une convergence de vues qui est en train de se produire. Donc ça, c'est plutôt un atout positif. Et on aura un enjeu très, très important de formation et de compétences, parce qu'on est clairement dans une relance de filière où l'estimation, c'est que ça va être de l'ordre de 15 000 emplois nouveaux créés par an dans tous les domaines, certes des ingénieurs de haut niveau, mais aussi des postes très opérationnels, donc un accès, je dirais, au plus grand nombre. Et cette ambition, on la porte de manière très forte, sans oublier peut-être une énergie dont on parle un peu moins, mais qui est un point important. L'hydraulique. C'est l'hydraulique. C'est vrai, et surtout en région Occitanie. Qui est la première énergie renouvelable en Occitanie, d'ailleurs, avec 30% de la production. C'est un atout important pour la région. Sur lequel, là, il y a un sujet avec l'Europe qui est un peu compliqué, qui est le sujet des concessions que je ne vais pas développer là, mais sur lequel, une fois ce sujet levé, il y a un potentiel de développement important, en particulier avec ce qu'on appelle les steppes, et qui est aussi un moyen de gérer une partie de la question de l'arbitrage des usages entre l'eau potable, toutes ces dimensions-là qui sont très importantes. Avant de laisser la conclusion à Carole Delga, juste Myriam Maestroni, la France est mauvais élève dans les énergies renouvelables et on sent que l'Occitanie pourrait justement tirer vers le haut la France. Alors, est-ce que ici, par rapport au classement européen, comment vous voyez quand même l'évolution de la France avec, on le voit bien, un changement de l'opinion, un changement de la classe politique aussi qui est en train de se faire? Est-ce qu'on peut faire une prévision ? Oui, je crois qu'il faut rester éminemment optimiste parce que de toute façon, on a tout à gagner à l'être. C'est un peu pascalien, quoi. Hein, quand j'entends beaucoup de gens éco-anxieux et à se dire que peut-on faire, c'est trop tard, c'est finalement la voie facile. Donc, je crois qu'il faut se battre et je crois que les sujets sont bien posés, à demi résolus. Et ça donne beaucoup d'optimisme et d'espoir à un moment où tous les voyants ne sont pas au vert, mais l'intérêt, c'est de se projeter, de ne pas rester collé à notre réalité de court terme. Merci Myriam Maestroni. Carole Delga, la réindustrialisation écologique, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Elle a même débuté hier, hein, parce qu'au niveau de l'industrie, il faut être conscient de toutes les évolutions, de tous les travaux de recherche qui ont été menés ces dernières années, au niveau de l'agriculture également. Et puis, je pense qu'il faut finir, en effet, sur un message d'espoir. C'est que en Occitanie, mais aussi l'ensemble des présidentes et des présidents de région de France, croient dans le progrès, croient dans la science. Et je pense qu'en effet, on doit être optimiste parce que, en fait, l'espoir, c'est le pouvoir de changer les choses. Et nous devons, en effet, changer de dimension et changer vers un modèle de développement plus vert et une croissance en conscience. Merci Carole Delga. Je rappelle que vous donnez rendez-vous au Monde économique, c'est lundi à Toulouse et ça sera à Montpellier mercredi après-midi. Voilà, c'est une façon finalement d'anticiper les vœux 2023 et d'ores et déjà de partir à l'attaque. Parler des vrais sujets. Merci à nos invités. On se retrouve très prochainement sur la tribune pour Transformons la France au cœur des régions. Nous étions en direct ici de Montpellier au Forum Eder Gaïa. Merci à vous toutes, merci à vous tous.